Mesdames et Messieurs, on va commencer cette conférence. Je remercie évidemment tous les participants, les députés européens présents, notre vice-président de groupe, nos amis du groupe de l'Europe des Nations et des Libertés. Je vais faire une introduction, ensuite je laisserai la parole à Monsieur Kissa qui vous présentera un peu les membres de la délégation sur la situation bien particulière du Congo-Brazzaville, mais nous élargirons ensuite le débat aux relations entre la France, l'Afrique, l'Europe et l'Afrique, sous tous ces aspects, car nous avons voulu que cette conférence soit aussi un point de départ dans un dialogue nouveau entre peuples africains et peuples européens sur un nouveau mode, on va dire, de fonctionnement, de développement, qui, je pense, éviterait à l'avenir les malheurs que l'on connaît maintenant en Afrique depuis bien longtemps, malheureusement, avec la complicité de tous les gouvernements français depuis au moins 50 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Louis Alliot, je suis vice-président du Front National, président du mouvement de l'Europe des Nations et des Libertés, mais surtout membre de la délégation pour le développement au sein du Parlement européen et membre de la délégation Caraïbes-Pacifique qui traite de toutes les relations que l'Europe peut avoir avec l'ensemble de ces pays-là. Il ne s'agit pas de faire de l'immixtion dans la politique congolaise ou de nous mêler des affaires qui ne nous regardent pas, mais à partir du moment où le gouvernement français est impliqué dans le soutien au gouvernement congolais et dans d'autres gouvernements en Afrique, à partir du moment où le gouvernement français fait la leçon, la plupart du temps, aux pays d'Afrique sur la manière de gouverner, et à partir du moment où le président français et le gouvernement français se sont engagés sur des paroles très fermes sur l'avenir de l'Afrique, notamment francophone, sur la stabilité du continent africain, sur le respect des constitutions et des institutions, je pense qu'il était de notre devoir, à nous, partis politiques, de parler de cette situation, surtout que nous y avons des amis. Et quand la crise concernant le Congo-Brazzaville par rapport à la nouvelle constitution a éclaté, j'ai été saisi par des amis, notamment français mariés à des Congolaises, parce que c'est comme ça que ça a commencé. J'ai été saisi de ce qui se passait au Congo-Brazzaville et j'ai décidé, en même temps, de saisir François Hollande, qui est notre président de la République, de saisir l'institution européenne sur ce qui se passait au Congo-Brazzaville et qui pouvait dégénérer à tout moment. Il se trouve qu'en plus, j'y avais un ami, là aussi une précision, Parfait Kolela, ancien ministre de Sassou Nguesso, dont le père, je crois, avait été Premier ministre et maire de Brazzaville, mais qui n'a jamais, comme je l'ai lu dans des blocs, appartenu ni au Front National, ni à aucun autre mouvement politique, mais qui, au moment de la présidentielle de 2002, avait contribué à un document qui est ici, que je tiens à la disposition de ceux que ça intéresse, qui s'appelait Initiative nationale pour un co-développement France-Afrique et qui s'appuyait notamment sur le plan Millennium qui avait été à l'époque, je crois, défendu par Thabo Mbeki pour l'Afrique du Sud et qui concernait le développement économique de l'Afrique et sur lequel nous nous étions positionnés en tant que parti politique au soutien de ce plan-là, considérant qu'évidemment un pan entier de l'avenir de l'Europe dépend du développement, de la stabilité et du respect des peuples et des États du continent africain et de sortir un peu de cette logique qui a beaucoup prévalu après les décolonisations concernant ce que d'aucuns appelleront un néocolonialisme ou un colonialisme d'essence économique qui fait que la plupart du temps les plus grandes firmes multinationales sont implantées là-bas, évidemment sur des créneaux rémunérateurs, en l'occurrence la plupart du temps le pétrole,
le contrôle des ports, le cacao pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le coton pour ce qui concerne le Bénin, enfin bon, des richesses qui sont celles de l'Afrique, avec un potentiel énorme, sous-exploité, en tout cas dont les peuples ne voient jamais le retour sur investissement. Donc j'ai décidé d'intervenir, j'ai écrit au président de la République français, j'ai écrit au ministre des Affaires étrangères français, j'ai écrit au président de la Commission européenne, j'ai écrit au président du Parlement pour dire voilà un peu la situation. On ne peut pas se plaindre en Europe d'un certain nombre de choses qui arrivent, de malheurs qui arrivent, sans un peu se préoccuper des causes de ces malheurs. Et quand on sait qu'en plus ce sont quelquefois les pays européens, pas les pays, les gouvernements qui en sont responsables, il est du devoir de nos partis politiques de poser le débat, d'en discuter et de regarder comment on peut, pour l'avenir, entre peuples de part et d'autre de la Méditerranée, discuter d'un avenir commun en sortant des vieux schémas qui sont celles que nous, Français, on connaît le mieux, malheureusement, les schémas de la France-Afrique. Et je dois dire que j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait des interlocuteurs africains, amis, qui partageaient ce point de vue. Et c'est comme cela que nous nous sommes rencontrés avec M. Kissa et ses amis, que nous avons discuté, que nous avons échangé des documents, la manière de voir, et on s'est aperçu que quelles que soient ou quelles qu'étaient nos opinions politiques, eh bien, on faisait le même constat, et donc on pouvait partager, j'allais dire, les mêmes solutions pour l'avenir, à partir du moment où, sans épouser, évidemment, l'ensemble des options de notre formation politique, on pouvait jeter les bases d'un dialogue entre le Nord et le Sud, entre l'Europe et l'Afrique, entre la France et les anciennes, entre guillemets, colonies, pays francophones, dont la francophonie est un élément, je veux dire, puissant pour le développement de nos relations, de stabilité de nos relations, et d'ailleurs un avantage compétitif non négligeable pour l'avenir des relations économiques que nous pourrions avoir entre la France et les pays d'Afrique. Il y a évidemment la question institutionnelle. Peut-on continuer à soutenir des régimes politiques qui, au gré des circonstances, modifient leurs institutions, coupant la stabilité institutionnelle et démocratique? Ce n'est pas qu'au Congo-Brazzaville qu'on connaît ce problème-là, on le connaît dans d'autres pays, il a été réglé ou pas réglé. Le tout, c'est que ça ne se transforme pas en guerre, avec des victimes, sans qu'il y ait le moindre dialogue qui puisse s'initier. Il y a le problème, évidemment, du développement économique, et là, il engage tout le monde, et nous y sommes engagés. Et il y a le problème du développement, et là, le Parlement européen, c'est l'une, j'allais dire, de ses compétences actives, au chevet, entre guillemets, de certains pays africains, sans pour autant demander de contrepartie à ces gouvernements, alors que je pense qu'il serait quelquefois utile à l'Europe de jouer la carte du donnant-donnant, c'est-à-dire on veut aider si en contrepartie il y a des efforts faits en matière de liberté, en matière de démocratie, en matière d'éducation, en matière de développement du continent africain lui-même et des pays. Et je dois dire que vraiment, nous avons, je crois, nous sommes tombés d'accord sur la plupart de ces sujets-là, et des sujets, évidemment, qui sont d'une brûlante actualité et qui le seront encore plus demain, notamment tout ce qui concerne, au moment où démarre la COP 21, tous les problèmes environnementaux, et tout le monde est réuni à Paris pour discuter de ces choses-là. Donc moi je suis évidemment très honoré de vous recevoir au sein de la Fondation pour une Europe des nations et des libertés, pour discuter, pour ce premier échange. J'espère qu'il y en aura d'autres, et avec d'autres pays aussi d'Afrique, pour évoquer aujourd'hui la situation du Congo-Brazzaville, mais demain élargir ce débat aux nouvelles relations de partenariat que nous pourrions avoir entre, évidemment, l'Union européenne, la France, les pays d'Afrique, qu'ils soient d'ailleurs francophones ou anglophones. C'est en tout cas, je pense, le chantier auquel nous allons nous atteler, et j'espère que nous allons y rencontrer le maximum de bonne volonté possible. Cher Monsieur Kissa, à vous, je vous laisse la parole.
Alors, merci Monsieur Alliot. Merci à tous d'être là. Je me présente, Marcus Kissa, président de l'Observatoire Auris. Je suis accompagné pour la délégation, donc nous n'avons pas voulu faire une délégation exclusivement Auris pour ne pas, donner l'impression que il n'y a qu'une idée, une idée unique. Nous avons pensé à rajouter au sein de cette délégation des représentants de la société civile. Donc nous avons à notre côté Doriska Munzenze, qui est présidente d'une association qui œuvre pour l'amélioration des conditions de travail des élèves dans les classes au Congo. Nous avons un membre d'un parti politique de la diaspora qui est le mouvement congolais contre la dictature, qui est M. Patrick Nzeo. Nous avons à l'autre bout M. Roland Nitou, qui est le leader, en tout cas affiché, du très célèbre mouvement des combattants, mais plus officiellement les indignés de la République. Nous avons un membre de la société civile, Fridolin Gangampaka, qui est le président d'une association qui œuvre pour le développement de l'art en Afrique et la promotion, bien sûr, de l'art en Afrique. Et à côté de M. Louis Alliot, nous avons le vice-président de Auris, vice-président de Auris, M. Blaise Chitembo, qui est le vice-président aux relations externes, et le secrétaire général, qui est Miv Mivutokidi. Donc, pour la petite histoire, Auris, en fait, c'est un observatoire républicain. La définition même, c'est l'observatoire républicain pour l'intégrité citoyenne et l'équité. Le but même de Auris, c'est de défendre le peuple congolais contre les inégalités et les injustices que lui impose le pouvoir actuel. Ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant, je ne vais pas m'attarder sur l'histoire de Auris parce que je vois qu'on a été rejoint au sein de la salle par des personnalités de la diaspora qui militent aussi contre ce pouvoir dictatorial. Les photos qui sont juste en bas du perron prouvent les dernières exactions commises par le pouvoir de Sassou. Qu'est-ce que nous attendons sérieusement de la Commission européenne, en tout cas du Parlement européen? Alors, permettez-moi, pour nous considérons que l'Europe aujourd'hui a tout intérêt à contribuer à assainir l'espace politique en Afrique, en soutenant cette jeunesse, cette nouvelle génération qui aspire à offrir au peuple d'Afrique plus d'équité, plus de bien-être, plus de justice, plutôt que de fermer les yeux sur des faits qui en Europe seraient répréhensibles. Il n'y a pas de démocratie occidentale ou africaine. Les valeurs qui font les fondements de la démocratie sont universelles et doivent être défendues sans demi-mesure en Afrique comme ailleurs. Le peuple congolais est un peuple en soif de liberté et il revient à tous les peuples libres du monde de monter au créneau pour le défendre comme si la liberté de leur pays en dépendait. Auris attend des parlementaires européens qu'ils se penchent sérieusement sur le cas du Congo-Brazzaville pour changer la situation actuelle. Parce que nous risquons d'entrer dans un schéma qui rappellera celui du Rwanda il y a quelques années. Nombreux gouvernements européens et américains ont fermé les yeux sur la question. On a vu les dégâts que ça a causés. Nous aimerions que les parlementaires européens mandatent différentes enquêtes pour faire la lumière sur les crimes commis lors de ce référendum et pendant les différentes marches organisées par l'opposition. Nous aimerions que les parlementaires européens proposent la mise en place d'une médiation en partenariat avec l'Union africaine et les Nations unies pour instaurer une transition qui ramènera le calme. Parce que pour nous, Auris, membres de la société civile et non pas parti politique, notre priorité, c'est de ne pas rajouter un nom de plus sur la liste déjà longue des personnes qui sont tombées sous le joug de la dictature de M. Sassou. Et enfin, que les parlementaires européens aident le Congo à mettre en place des commissions
pour une meilleure gouvernance électorale, vu que apparemment la Constitution est déjà promulguée, au moins qu'on aille dans ce sens pour révoler et pour empêcher la dictature de s'installer totalement. Bien sûr, le combat de Horis reste celui du retrait de la Constitution. Et c'est à ça que nous nous attelons aujourd'hui. Donc, peut-être que d'autres membres de la délégation voudraient dire quelque chose. Pour ma part, j'ai fini. Merci. Alors, bonsoir à tous. Je vous remercie. Je remercie particulièrement Monsieur Louis Alliot d'avoir initié cette rencontre ici au Parlement européen, puisque c'est un geste que j'estime plein d'humanité et de beaucoup d'amitié que de soulever la question du Congo-Brazzaville, de son avenir notamment, puisque moi qui suis tout autour de la table, en dehors de M. Alliot bien entendu, mais qui, ma foi, doit avoir une descendance, une ascendance africaine, puisque qu'il ait pris à bras le corps cette situation m'interpelle au plus haut point. Alors, dire tout simplement que M. Louis Alliot, je vous remercie du fond du cœur d'avoir porté cette question au sein de l'hémicycle européen, même si c'est en comité restreint. Nous sommes au Congo victimes depuis, on va dire, de la décolonisation d'une tyrannie. Nous sommes précisément dans un labyrinthe d'une tyrannie sanguinaire qui n'en finit pas de perdre ses enfants un à un. Tous les bras valides, effectivement, qui peuvent contribuer à relever le pays s'en vont sous les balles de la tyrannie. Et Monsieur Alliot, le fait de porter cette question ici nous donne un espoir, puisque nous entrevoyons la possibilité de dissiper ces ombres qui pointent à l'horizon de l'Afrique. Et donc, avant que les paroles ne circulent, je voulais tout simplement noter ce remerciement à l'endroit de M. Louis Alliot pour sa démarche qu'il a engagée en nous invitant ici parler de la question congolaise qui nous touche tous. Merci. Donc, je suis Patrick Munzeo, secrétaire général du mouvement congolais contre la dictature. Donc, nous sommes joints à Horis, qui est la société civile. Nous, on prend un peu la partie politique de la chose. Aujourd'hui, la communauté internationale est consciente qu'au Congo, il se trame une dictature. Moi, je nomme ou je cite la France, dont le président s'appelle François Hollande, qui ferme les yeux, qui fait du rétropédalage devant une réalité qui est en face de lui. Chers messieurs, chers députés, il se trame, à la limite, s'il faut exagérer les choses, un génocide au Congo. Le Congo, c'est pire qu'une dictature. Donc nous venons vous interpeller pour vous dire, cessez de soutenir M. Denis Sassou Nguesso. Ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir. Le pays est en train de croupir dans la misère la plus absolue. Donc nous sommes là pour demander votre aide. Ce que nous voulons, c'est de dire, ça suffit. Aidez-nous à nous débarrasser de M. Sassou. Voilà notre message au niveau du mouvement congolais contre la dictature et certainement au niveau de tous les mouvements politiques. Aidez-nous à nous débarrasser de M. Sassou. Voilà notre message. Alors moi je m'appelle Doriska Munzenze, je représente la société civile. Je dirige une association d'aide des enfants des écoles primaires publiques et aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, c'est que on est à 55 ans d'indépendance. 55 ans d'indépendance, c'est 32 ans de tyrannie. Donc aujourd'hui, on peut créer des associations, ramener des sacs de riz, des bidons d'huile. Si on n'a pas la paix, ça ne servira à rien. Et aujourd'hui, on va tirer la sonnette d'alarme au niveau du Parlement européen parce que vous défendez les intérêts de différents pays.
Vous défendez les intérêts de la France. Aujourd'hui, les intérêts de la France sont au Congo-Brazzaville. Donc quand vous mettez le feu, quand vous ne donnez pas, quand vous ne positionnez pas sur la situation du Congo-Brazzaville, on voit ce qui se passe. Une carte blanche. On voit tous les problèmes que vous réglez ici, notamment l'immigration. Et moi, aujourd'hui, je l'ai dit à table en disant, bah, écoutez, chez moi, ça devient plus possible de vivre au Congo. Qu'est-ce que je fais? Je vais rester en France. Et je ne partirai pas tant que vous ne réglerez pas la situation au Congo-Brazzaville. Au XXIe siècle, on a les mêmes problèmes, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, de malnutrition. Là, au CHU, il y a quelques semaines, il y avait des problèmes de vaccins, il n'y avait plus de vaccins de BCBG. Voilà où est-ce que nous en sommes. Et nous avons Total, nous avons les grandes entreprises. Vous fermez les yeux là-bas, vous créez d'autres problèmes ici. Et aujourd'hui, moi, je dirais, je ne partirai pas. Je n'ai pas envie de partir parce que je me sens bien ici. Pourquoi je partirais alors que j'ai tout mon petit confort? Je n'ai pas de problème d'électricité, je n'ai pas de problème d'eau, je peux prendre mon livre à la bibliothèque quand je veux. Et les autres, qu'est-ce qu'on fait? Au bout de 32 ans, à quel moment on va déclencher le seuil pour dire ça suffit? 32 ans, on n'a pas le chiffre exact du nombre de morts au niveau du Congo-Brazzaville. Et j'aimerais que vous preniez le temps de regarder les images de ces victimes qui sont tout en bas là. Alors ça ne date pas d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans. Elles sont récentes, c'est du 20 novembre. Il y a 3 semaines. Exactement. 20 octobre, tout à fait. Nous avons des amis qui sont arrêtés, qui sont actuellement en prison parce qu'ils ont fait une marche pacifique. Torturés, on ne sait pas. On n'a pas plus d'informations. On a des arrestations, des enlèvements. On tire sur une population qui manifeste en levant les mains. Au XXIe siècle, parce que je ne suis pas d'accord avec une opinion, je ne suis pas d'accord avec ce que propose la majorité, je n'ai pas le droit de parler. Alors, si la France entretient des relations avec ce genre de pays, pour se dire que nous, on va soutenir les dictateurs africains, qui aiment à se prélasser dans les hôtels parisiens qui sont formidables, il y a tout, c'est génial, il y a un super confort, qui viennent se soigner en France parce que le système de santé, il est catastrophique. Les gens meurent pour 1,50 €, 50 centimes. Voilà. On arrive jusqu'à 50 centimes. Va manquer un comprimé, la personne va mourir. Une opération d'appendicite qui va rater, la personne va mourir. Que la maman qui se retrouve au fin fond de Boko va mourir parce qu'elle est en train d'accoucher, il n'y a pas une sage-femme compétente pour pouvoir faire une opération. Alors au bout de 32 ans, on va se poser la question, bah, la France, on est où? On est, je dirais même à l'époque de la colonisation, le colon il était bien plus sympathique que le monsieur qui est là aujourd'hui, qui va tolérer les souffrances de son peuple. Parce que ces souffrances-là, elles sont là. Et nous allons accentuer les misères de l'État français. Et on va se retrouver dans toutes les couches de la société. Problème d'immigration, on va se retrouver à l'enseignement, à la faculté, partout. Santé, voilà, on va creuser le déficit de la société, de la sécurité sociale. On va augmenter le chômage. On est là, on est présent. Parce que vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas vous engager. Moi, je ne fais pas de politique, je le revendique, je ne fais pas de politique. Mais c'est important de dire qu'aujourd'hui, je parle au nom des mamans qui sont au village, au nom des enfants qui ne peuvent pas s'exprimer, au nom de tous nos amis qui sont arrêtés, qui ne peuvent plus parler aujourd'hui, on prend le relais, on prend ce risque-là de parler parce qu'aujourd'hui, me tenir devant vous, ça me coûte cher. Voilà, voilà où on en est. Et j'attire votre attention pour se dire que voilà, passer l'information, il est important qu'on se lève parce qu'une Afrique qui se lève, c'est une Europe qui marche aussi. Et l'Afrique aujourd'hui, si elle ne marche pas, ça sera un boulet pour l'Europe. Et on doit avoir des relations symbiotiques. On doit travailler en symbiose pour qu'on puisse avoir des profits de part et d'autre pour que le continent africain puisse se développer. Donc si c'est une relation parasitique, que la France ou l'Europe viennent à se ventouser au niveau de l'Afrique, à pomper les ressources, que ce soit au niveau de la classe de l'élite, au niveau des ressources humaines, de la richesse du continent, il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas, il y a toujours des moyens pour se retrouver ici. Donc aujourd'hui, je pense que régler les problèmes de l'Afrique, c'est régler les problèmes de l'Europe. Voilà. Je vous remercie.
Bonsoir tout le monde. Je voudrais rajouter une chose importante. Comme l'a dit ma compatriote tout à l'heure, nous ne comprenons pas pourquoi l'Europe et surtout la France ferment les yeux face à la tyrannie et à la dictature sassuiste. Ce qui risque d'arriver, je pense que vous êtes mieux informés que nous, c'est la division du Congo. Parce qu'il y a un pan de la population qui a été mis à l'écart de la gestion de la chose publique. Il y a un pan de la population qui subit les affres de cette dictature et qui, aujourd'hui, est pratiquement dans un discours séparatiste. Hier, on le niait. Hier, on avait du mal à en parler. Et aujourd'hui, les gens ont le courage de poser le problème sur la table. Et on peut vous rassurer qu'ils ont des arguments qui peuvent convaincre. Est-ce que c'est ce que l'Europe veut ou souhaite? Est-ce que vous souhaitez que le Congo se divise à cause d'un homme, à cause d'un clan, à cause de l'égoïsme d'une famille ou à cause de l'égoïsme des multinationales? La crainte, c'est celle-là. Est-ce qu'il faut qu'on arrive à diviser le pays parce que le peuple, une grande partie du peuple ne se retrouve pas dans cette dictature et pense qu'il faille diviser le pays pour laisser Sassou Nguesso gérer le côté nord du Congo et que les sudistes, entre guillemets, qui subissent, et pourtant avec les nordistes, les affres de la dictature, puissent se dire enfin nous avons la légitimité de créer un Congo Sud parce que Denis Sassou Nguesso nous a prouvé que nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble. C'est des questions que nous devons nous poser. Pourquoi l'Europe ne bouge pas? Dès qu'il y a un mort dans un pays tiers, on en parle. On en fait du boucan. L'Ukraine. Il y a 40 morts en 2 jours, juste simplement parce que le peuple a dit non à une constitution, les mains levées, on a tiré à bout portant. C'est une chose inconcevable dans des pays européens. Inconcevable. Inconcevable. Un chef de l'État qui est au pouvoir depuis 32 ans, qui a déjà réussi à imposer 8 constitutions. Vous êtes mieux informés que nous. 8 constitutions en 32 ans. Celle-là, c'est la 9e. 5 coups d'État. Mais enfin, pensez-vous que sur les 3 999 000 Congolais, il n'y a aucun qui peut garantir vos intérêts? Mais nous qui sommes ici, on a étudié dans vos pays. Vous avez dépensé pour nous. On est capable de repartir chez nous pour bâtir une Afrique que nous souhaitons. L'Afrique qui pourrait jouer le jeu du gagnant-gagnant. Nous ne comprenons pas le laxisme des députés européens ou des dirigeants européens. Nous ne comprenons pas. Est-ce que les intérêts sont trop forts que la vie des populations? Pourquoi vous parlez de droits de l'homme alors finalement? Pourquoi vous parlez de droits de l'homme? Enfin, vous allez peut-être me dire que le droit de l'homme ne concerne que les Européens, pas les Africains. C'est incroyable. Moi, je pense qu'une Afrique stable garantirait la stabilité de l'Europe. Moi, aujourd'hui, diplômé, je ne me vois pas vivre en France si mon pays était libre, s'il était bien dirigé. Au lieu de faire la plonge dans un restaurant français, j'aurais préféré repartir chez moi pour être cadre dans une structure importante et faire évoluer mon pays. Sincèrement, nous vous demandons avec insistance
pour une fois, de vous lever. Vous avez, je pense que vous avez les mécanismes qu'il faut pour mettre M. Denis Sassou Nguesso hors d'état de nuire, sans violence. Vous avez utilisé la violence pour enlever le président Gbagbo au pouvoir. C'était sanglant d'ailleurs. Vous pouvez le faire pour Denis Sassou Nguesso, qui tire sur son peuple, qui pille son pays. C'est ça le plus dramatique. C'est que dans notre Congo, il y a un homme qui a réussi à diviser le pays. Il y a un homme qui a réussi à faire comprendre dans la tête de certains que le pays vous appartient, il n'appartient pas aux autres. Ce qui fait que dans l'administration, on ne retrouve que le clan Nguesso. Dans la gestion des matières premières, on ne retrouve que les membres du clan Nguesso. Dans le commandement militaire, si je ne me trompe, il y a, je crois, 32 ou 34 généraux. Sur les 32 ou les 34, il y en a au moins 29 de sa région. Ça devrait quand même interpeller les gens. Nous venons humblement vous dire que ça devient insoutenable, invivable de cautionner les attitudes ou les comportements de M. Nguesso. Voyez-vous, M. Nguesso a réussi à 1 an de la fin de son mandat présidentiel à nous imposer un référendum qui n'était écrit nulle part dans la Constitution. Nulle part. Il y avait même un article, je crois, dans l'ancienne Constitution, enfin dans la Constitution que nous considérons jusqu'à présent, qui ne lui permettait pas de modifier le nombre des mandats. L'article 185. Et cet article l'empêchait de facto de se représenter aux élections présidentielles. Mais il a réussi à faire sauter cet article. Il a réussi à faire sauter cet article. Et non seulement qu'il a réussi à faire sauter cet article, il a réussi à faire de sorte que, au cas où il y aurait un prochain président de la République, qui ne serait pas lui, que ce prochain président ne soit pas capable de le poursuivre en justice pour les crimes commis. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, dans la nouvelle constitution que M. Sassou a proposée aux Congolais, il est interdit. D'ailleurs, c'est considéré comme une parjure si on le traduit en justice. Crime de forfaiture. Non seulement qu'il est interdit de le traduire en justice, mais il est interdit de l'extrader. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'un criminel? Sachant qu'en 1991, nous étions à 3000 morts politiques, je me souviens encore qu'il avait dit qu'il assumait. Il l'a dit publiquement. J'assume. Lorsqu'on assume et qu'on vous accorde le pardon, le peuple vous accorde le pardon, logiquement, on devrait être le meilleur chef de l'État du monde. C'est-à-dire qu'on devait montrer l'exemple. Or, il a fait pire qu'en 91. Il est revenu par un coup d'État en enjambant 15 000 morts au bas mot, mais il a fait la razzia sur l'économie congolaise. Une razzia. Aucun pan de l'économie congolaise n'est géré par des citoyens honnêtes. Externe à son clan. Externe à son clan. Les fils, les neveux, les oncles, les cousins, les beaux-fils, on retrouve que la famille et le clan au poste clé du pays. Encore s'il travaillait honnêtement, qu'il faisait avancer le pays, on aurait dit, bon, c'est pas grave. Mais le pays a régressé de 30 ou 40 ans. On n'a pas ramené toutes les photos, sinon on vous aurait montré des photos d'une classe scolaire au Congo-Brazzaville.
Les élèves sont assis à même le sol, dans un pays producteur de bois et de pétrole. Une classe comptant plus de 200 ou 250 élèves. Vous le savez mieux que nous, quand même. Il y a des ordinateurs. C'est incroyable. Par contre, dans le village du président, il y a des classes qui sont sophistiquées. Numériques. Avec des ordinateurs, tout compris. Des classes de primaire. Tout à fait. En 32 ans de règne, M. Lantourloupe n'a pas réussi à construire une université. En 32 ans de règne. C'est maintenant qu'il vient de se réveiller et qu'il vient de bâtir une université qu'il a déjà nommée Université Sassou Nguesso. C'est incroyable. Nous avons écrit à un membre du gouvernement parce que de nos sources du Congo-Brazzaville, on a appris qu'on a construit des logements sociaux avec de l'amiante. Nous avons écrit, on n'a reçu aucune réponse jusqu'aujourd'hui. J'ai mon compatriote qui va vous montrer la qualité de l'eau qui est bue par les Congolais. Attention, c'est pas une invention. C'est de l'eau qui sort du robinet congolais. C'est ça la qualité qui sort du robinet congolais. C'est pas une invention. Voilà. Et croyez-moi que l'électricité, lorsque on a la chance, c'est 2 jours au plus 3. Et tout le peuple est étonné d'avoir l'électricité pendant 3 jours. Vous me direz, sauf dans les villas des apparatiques. Sinon, pendant 1 semaine, 2 semaines, il n'y a pas d'électricité et vous n'avez pas le droit de porter plainte à la société gérée par son fils qui distribue l'électricité. Non, les exemples sont multiples. Je pense que vous êtes au fait de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Il est le fait d'un seul individu, M. Denis Sassou Nguesso. Nous comprenons que M. Denis Sassou Nguesso, étant le patron du pétrole congolais, il s'en est mis plein les poches, donc il a la possibilité de corrompre certains d'entre vous. Je suis désolé de vous le dire. Il a la possibilité de convaincre certains d'entre vous. Et il le fait d'ailleurs. Et je pense même qu'il est fier d'en parler. Bref, je ne veux pas monopoliser la parole. C'est juste pour vous dire que nous sommes au bord de la guerre civile. Nous sommes peut-être même au bord de la scission. Parce que hier, certains avaient peur d'en parler. Et aujourd'hui, les langues se sont déliées. Et c'est très dangereux. Merci. Merci beaucoup. Donc, je suis M. Nitou Roland Lévy. Je suis le président de l'association amicale des indignés du 242. Donc, entre parenthèses, les combattants. Merci vraiment de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Je remercie mes chers frères et ma soeur qui est là aussi parmi nous, et vous aussi qui êtes dans la salle. Alors, nous parlons du Congo-Brazzaville. Comme a su le dire mon jeune frère, c'est que voilà la qualité de l'eau qui sort de nos robinets à Brazzaville. Voilà. La population est obligée de faire bouillir ce eau pour en obtenir de l'eau potable. Cette lampe, c'est une lampe luciole. On a souvent la tendance à parler de Brazzaville et Pointe-Noire, de ces 2 grandes villes, mais on ne parle jamais souvent de l'intérieur du pays. Donc, dans l'intérieur du pays, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de maternité. Donc, nos sœurs, quand ils accouchent quand même le sol. Et quand l'accouchement est pratiqué la nuit, c'est avec des lampes lucioles qu'on arrive à éclairer. C'est pour ça qu'on vous a amené ceci pour vous montrer la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de notre cher beau pays. Voilà. Comme nous, on aime bien parler avec des preuves. Donc là, vous avez des photos que vous avez là. Et ensuite, moi, je parlais sur les biens mal acquis. Bon. Et je parlerai aussi là, de vous dire qui est exactement M. Sassou Nguesso et de quelle manière il est revenu au pouvoir. En 1997, par un coup d'État, il y a eu plus de 10 000 morts. Et voilà, ramené par la France. Parce qu'il faut dire les choses clairement. Bien sûr. La France de M. Chirac, complice. Alors, au Parti Socialiste, beaucoup reçoivent de l'argent de M. Sassou. Il y a des receleurs là-bas. Chez Sarkozy aussi, il y a des receleurs là-bas. Alors, donc, nous demandons le remboursement de tout cela.
M. Sassou Nguesso n'a jamais... M. Sassou Nguesso, ce n'est pas un démocrate, n'a jamais été un démocrate, il ne sera jamais un démocrate. Beaucoup de gens croyaient que, bon, en s'enfermant dans les bureaux climatisés, on pouvait discuter en toute tranquillité pour le faire partie de là. Maintenant, voilà là où nous en sommes. M. Sassou Nguesso aime le bruit des claquetis des armes et le bruit de crocotis de bottes. M. Sassou Nguesso, voilà, tous ces biens dont il possède. Nous avons des preuves. Ceci, on obtient ceci de la part de Sherpa et de Mediapart. Alors, un proche de Sassou Nguesso a été arrêté avec 182 000 € en espèces à Roissy. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est souvent. Des gens venant de Brazzaville avec des grosses fortes, avec de grosses sommes d'argent, tout le temps. Un proche de Sassou Nguesso. Monsieur Sassou Nguesso, il en possède tellement des villages en Espagne, Portugal, voilà. Brésil, partout. Et M. Sassou Nguesso, il le dit ouvertement. Mon dernier plaisir, c'est d'acheter partout. Partout. Là où ça m'intéresserait. Et son fils s'est surnommé le pétrolier. Alors, s'il vous plaît, sérieusement. Mais le Congo, les gens meurent. Vous trouvez cela normal que dans sa propre région, à Oyo, les enfants dans les écoles primaires, ils ont des ordinateurs? Est-ce que la richesse du Congo n'appartient pas aux enfants des autres régions qui n'ont même pas de banque, qui s'assoient par terre? Beaucoup vont s'attabler avec M. Sassou Nguesso, on les connaît. Quand il arrive à Paris, beaucoup font la queue pour aller recevoir des enveloppes. On les connaît. M. Sassou Nguesso, mais ce n'est pas un honnête homme. C'est un dictateur. Au même niveau même que, disons, peut-être que pire que Pinochet même. Et M. Sassou Nguesso, il est là à corrompre tout le monde. De son image. De son image. M. Sassou Nguesso s'est permis de distribuer de l'argent en Europe, en Espagne. Des preuves, allez-y dans les réseaux sociaux, vous allez voir. Il distribuait de l'argent en Espagne, or que le peuple congolais meurt de faim. En Espagne. M. Sassou Nguesso s'est permis de prêter de l'argent à la Côte d'Ivoire. 100 milliards. 100 milliards. Or que le peuple congolais meurt de faim. M. Sassou Nguesso s'est permis de prêter encore de l'argent à la Guinée équatoriale. La Guinée-Conakry plutôt. Et là, la Guinée-Conakry n'arrive plus à rembourser l'argent. 25 milliards, ils ont refusé de rembourser les 25 milliards restants. Bon, alors, c'est un exemple que je veux prendre. Quel est ce père de famille qui va se permettre d'aller nourrir les enfants des autres au lieu de pouvoir s'occuper de ses propres enfants? Un chef d'État, c'est comme un père de famille. Alors, il préfère aller donner de l'argent à d'autres États, or que le peuple congolais meurt de faim. Et vous trouvez cela normal? Ceux qui soutiennent M. Sassou Nguesso, si vous êtes vraiment dans la salle, mais ayez quand même honte. Ayez honte, sérieusement, ayez honte. Moi, j'ai des preuves, parce que je parle toujours avec des preuves. Il m'avait interdit de ne plus rentrer au Congo-Brazzaville. Mon passeport est là, à l'ambassade du Congo, du Congo, en France, on m'avait interdit de renouveler mon passeport. Pourquoi? Parce que je critique le pouvoir. Vous trouvez cela normal? Donc, un Français, par exemple, installé au Congo-Brazzaville, il critique François Hollande, et il va à l'ambassade de France pour renouveler son passeport, et on va lui dire, non, mais monsieur, on ne va pas vous renouveler votre passeport parce que vous avez critiqué François Hollande. Et c'est le cas, ce que nous vivons, nous. Le pays est dirigé par un clan. C'est d'où j'ai toujours dit, M. Sassou Nguesso, parce qu'il pratique le clanisme, c'est un chef de clan. Ce n'est pas un chef d'État, ce n'est pas un président de la République, c'est un chef de clan. Nous ne devons plus prendre des gants quand il s'agit de parler de M. Sassou Nguesso. C'est un bandit notoire. Sa place se trouve à La Haye. Très sérieusement. Sa place se trouve à La Haye. Il doit se justifier. Congo-Brazzaville, le seul pays au monde où on a pris des humains, on a mis dans des conteneurs et on a jeté dans le fleuve. Seul pays au monde, Congo-Brazzaville. Revenons un peu en arrière. Parce que l'histoire, c'est le récit des événements passés. On avait assassiné un certain cardinal Eni Biaenda. On avait assassiné le président Marien Ngouabi. Il y a eu tellement d'assassinats au Congo-Brazzaville. Tellement de tueries. Pour le respect de ceux qui sont morts. Très sérieusement. Une façon de dire. Pour le respect. Excusez-moi de l'expression, mais ça, c'est rien. De tous ceux qu'il avait déjà tués dans le passé. Mais on sait bien que c'est un criminel, M. Sassou Nguesso. Alors, pourquoi le laisser encore là? Et moi, M. Hollande doit se justifier de ce genre de micmac, on ne comprend plus rien. Soit lui aussi, il a reçu des enveloppes d'argent de M. Sassou Nguesso, qui nous disent la vérité. C'est la France qui avait remis M. Sassou Nguesso au pouvoir en 97. Donc, nous demandons à la France de pouvoir l'enlever de là où il est là. Et de toute sa famille. Donc, vraiment, je vous remercie. Bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde. Mes amis et collègues ont presque tout dit. Moi, j'ai juste 2 questions à poser à nos partenaires parlementaires européens, surtout français. Alors, nous savons, et vous le savez bien, mieux que nous, que le Congo finance en partie la tenue de la COP 21. Elle va se dérouler la semaine prochaine, je pense. Alors, comment expliquer que l'Union européenne et la France acceptent qu'un pays comme le Congo, où la population croupit dans la misère, dans la pauvreté, ou comme viennent de dire mes amis, que l'eau et l'électricité, c'est une denrée rare. Pourtant, hydrauliquement, le Congo est bien desservi. Et dernièrement, il y a Madame Hidalgo, Anne Hidalgo, maire de Paris, qui s'est rendue à Brazzaville au mois de septembre. Bien sûr, la presse française et européenne n'en ont pas parlé, mais c'est une réalité. Nous nous posons la question, qu'est-ce qu'elle est allée faire à Brazzaville? Qu'est-ce que Madame Hidalgo est allée faire à Brazzaville au mois de septembre? Qu'on nous explique. Donc, qu'on nous explique d'abord pourquoi l'Union européenne, la France, accepte que le Congo finance en partie la tenue de la COP 21 et pourquoi, chère Madame Hidalgo, est allée à Brazzaville au mois de septembre. Donc, c'est récent. Alors que Brazzaville et Paris n'ont pas d'accord. Moi, je n'en ai jamais vu, jamais entendu parler, un accord de partenariat entre la mairie de Brazzaville et la mairie de Paris. Ni un jumelage. Il y a un jumelage. Alors, si c'était un voyage de partenariat, pourquoi la presse n'en a pas parlé? Pourquoi il n'y a pas d'image? Qu'on nous explique. Ce sont les 2 questions que je voudrais poser à l'ensemble des députés ici présents. Bien sûr que vous nous poserez vous aussi des questions, mais moi je commence par vous poser mes 2 questions. Merci. On va lancer le débat, et peut-être que des journalistes qui sont présents dans la salle, peut-être le moment de poser les questions ou après le débat comme vous le souhaitez. Bien sûr, il va accorder la parole. Appuyez sur le bouton. Le rouge. Voilà. D'accord. Je me présente, je suis Paul Bizenga. Je suis arrivé en France il y a une 40aine d'années et j'exerce à la Sorbonne. Je me permets de vous interpeller, mes chers députés. Moi, j'ai fait un résumé de la situation congolaise. Entre février et juin 1991, s'était réunie à Brazzaville, au Congo, la conférence nationale qui avait élu un Premier ministre de la transition, André Milongo, qui forma un gouvernement d'union nationale et organisant les premières élections démocratiques au Congo, qui portèrent M. Pascal Lissouba au pouvoir. Alors, suite à tout ce qui s'est dit dans la salle, il est temps d'éviter une violence populaire. Pour éviter les dérapages au Congo, nous devons engager une démarche, solliciter la France et le groupe pétrolier Total pour que nous puissions obtenir une médiation entre le pouvoir en place et la diaspora congolaise en Europe, afin de trouver un compromis que j'appelle équitable pour le départ de M. Denis Sassou Nguesso. Car si nous attendions trop longtemps,
il sera trop tard. Mes chers amis dans la salle, il est temps que ça change au Congo. Et le changement, c'est maintenant. Le monde bouge. On a vu en Birmanie, qui fut la dictature la plus pire du monde, aujourd'hui, instaurer la démocratie. Pourquoi pas le Congo-Brazzaville? Les intérêts moi je dirais français seront préservés. Parce que nous sommes liés par une histoire, je dirais, incontournable, à vie. Pour cela, je ne comprends pas la peur de la France. Je ne comprends pas, sachant que, bon, on peut dire que c'est le groupe pétrolier Total qui dirige la France, c'est un État dans un État, il faut dire ce qui est. C'est eux qui viennent à l'Élysée dicter la loi à M. François Hollande. Mais aujourd'hui, nous devons entendre la souffrance du peuple congolais. S'il vous plaît, levons-nous tous pour dire à M. François Hollande que le changement au Congo-Brazzaville, c'est maintenant. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur Alliot. Je commence mon discours par m'excuser envers mes compatriotes d'avoir voté le PS. Pourquoi je le dis? Je suis étonné qu'un FN diabolisé puisse défendre la démocratie en Afrique. Moi, je pensais que la démocratie, c'était que pour le blanc, et le noir n'avait pas le droit à la démocratie. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le système UMP-PS a fait une caisse noire en Afrique noire. Et ça, c'est très dangereux. Voilà, moi, je viens du Congo-Brazzaville. J'ai vécu pendant 20 ans en France. Et c'est la première fois que je suis allé vivre 6 mois chez moi. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté un apartheid ethnique. On a aboli l'apartheid en Afrique du Sud. Mais au Congo-Brazzaville, il y a un apartheid ethnique. La population est confrontée à... En fait, ils subissent une double peine. La double peine, c'est quoi? La double peine, c'est qu'ils sont privés des richesses du pétrole. Ils sont privés du pétrole. Ça veut dire qu'on peut vivre à Brazzaville pendant 3 semaines, il n'y a pas de carburant. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons constaté à Brazzaville? Brazzaville est devenue la banque des élus socialistes. Je me rappelle de ce que Bongo avait dit. Bongo avait donné un conseil à Sassou Nguesso. Il lui avait dit, mais quand il y a des élections en France, eh bien, il faut financer l'UMP et il faut financer le PS. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant les dernières élections en France? Monsieur Sassou Nguesso a financé l'UMP, mais il n'a pas financé le PS. Du coup, Hollande prenant le pouvoir, il arrive, eh bien, il s'acharne contre Sassou Nguesso parce qu'il n'a pas eu sa part. Il y a eu le discours, je ne sais pas, de Dakar, où il a dit aucun chef d'État ne pourrait changer la Constitution. Je me rappelle, M. Denis Sassou Nguesso est rentré frustré au Congo. Et bizarrement, on a un retournement des situations. On nous dit, voilà, M. Sassou Nguesso peut consulter son peuple. Mais on va demander à M. Hollande, à la fin de son mandat, de consulter le peuple, de faire un référendum s'il veut ou ne pas se représenter. Et après le référendum, qu'est-ce que Hollande nous dit? Hollande nous dit, vous pouvez dialoguer. Mais je suis désolé, dans un pays démocratique, quand on finit son mandat, on va aux élections. On ne change pas la Constitution ou on ne dialogue pas pour rester au pouvoir. Mais qu'est-ce que le PS est en train de nous faire là? Le PS est en train de saccager les valeurs françaises, l'égalité, liberté et fraternité. Ces valeurs-là ne sont pas qu'en France, mais il faut les défendre aussi dans d'autres pays. En Afrique, au Congo-Brazzaville, la population n'est pas libre. Et là, à cause de Hollande, il y a un risque de scission au Congo. Il y a une population du Sud marginalisée qui produit la richesse du pays. Déjà, les richesses du nord du Congo ne sont jamais déclarées au journal officiel. C'est devenu une propriété privée des ressortissants du Nord, qui sont minoritaires au Congo.
Donc là, M. Hollande vient de faire un crime contre notre pays. Parce que je vais vous dire une chose, mais je vous remercie, vous les gens du Front National, parce que vous avez compris qu'il faut lutter contre l'immigration à la racine. Moi, je suis étonné aujourd'hui qu'on nous dise qu'on va annuler la dette du Congo, la France va annuler la dette du Congo, alors qu'au même moment, on nous dit qu'il y a beaucoup d'immigrés, il va falloir que le contribuable français puisse financer ces immigrés-là. Mais vous avez annulé la dette. Mais vous pouvez récupérer ces dettes-là pour financer ces immigrés-là et à rentrer chez eux. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une incitation à l'immigration, c'est ce que M. Hollande fait. Nous souffrons au Congo. Il y a la souffrance là-bas. J'ai vu la souffrance des messieurs. Moi-même, j'ai souffert là-bas. Pour avoir quelque chose, il y a des opposants au Congo qui n'ont jamais travaillé de leur vie. La majorité d'opposants n'ont jamais, et ils ne travaillent pas de leur vie. Ils sont obligés de romper pour vivre. Mais romper chez les gens du pouvoir. Et ça, c'est très grave. Monsieur Sassou Nguesso, c'est un sanguinaire. C'est un régime criminel. Et moi, je vais vous dire une chose. Tous ces morts-là que vous voyez, eh bien, la France est complice. La France est complice. Et je vous remercie beaucoup, vous les gens du Front National, parce que maintenant là, je vais vous dire que j'ai pris ma carte du Front National, parce que j'ai compris que le Front National a compris le problème de l'immigration. Il faut libérer ce peuple-là, qu'ils vivent aussi en démocratie. La démocratie, ce n'est pas un problème des Européens, ce n'est pas un problème des Américains. Mais la démocratie, ça doit être un problème universel. Mais vous nous défendez de vivre en démocratie. Comment voulez-vous qu'on vive chez nous? Tous ces gens-là, vous dites que M. Sassou est infréquentable. M. Sassou vient à Paris, le Premier ministre d'une grande démocratie comme la France va le voir en privé dans sa chambre d'hôtel. Et à la fin, il ressort avec de l'argent. Mais c'est des voyous qui dirigent la France. C'est des voyous. Au même titre que M. Sassou Nguesso. Merci, je vous remercie. Je n'ai pas envie de beaucoup parler parce que quand je vois les morts qui sont devant, eh bien, ça me fait très mal au cœur. Je me dis, soyons tous des humains. Je termine par ça. Simplement, moi, j'entends bien ce que vous avez dit. Hein. Simplement, il faut éviter de dire la France, les gouvernements français. Parce que le peuple français, lui, n'y est pour rien. Et il subit aujourd'hui une forme de dictature de la pensée, de l'expression. Et on le voit bien aujourd'hui. Et ces gens-là gouvernent entre eux maintenant depuis 40 ou 50 ans. Ils se sont habitués comme ça. Et ils ne comprennent pas pourquoi il y a une troisième force politique qui vient aujourd'hui, fort de millions de Français derrière eux, eh bien tout simplement, demain peut-être gouverner la France en ayant d'autres idées, et notamment par rapport à la coopération et le développement avec l'Afrique. Et ça, c'est très important. Merci. Oui. Merci beaucoup. Pascal Malanda, enseignant en Flandre. J'ai trois points sur lesquels je voudrais vous interpeller. D'abord exprimer, comme mon compatriote vient de le dire, mon très grand malaise, à la limite un désarroi de voir que la cause du Congo aujourd'hui est soutenue par le Front National, parti que j'ai appris à diaboliser et qui aujourd'hui me met dans une situation de profond malaise. Mais en même temps, je voudrais aussi exprimer un soulagement de sentir qu'il y a au moins une force qui prend le courage de défendre des causes qui aujourd'hui sont pratiquement perdues. Nous sommes dans le désarroi. Et la deuxième chose que je vais vous dire, c'est que jusqu'au 20 octobre 2015, j'étais pour l'Union du Congo. Je me suis battu, j'ai reçu des injures de la part de mes compatriotes qui pensaient que c'était de la bêtise. Mais aujourd'hui, j'ai de la peine d'annoncer à mes compatriotes que si demain la question se posait de diviser le pays, la mort dans l'âme, je voterai pour la scission de ce pays, parce qu'on en a marre de voir des Congolais mourir pour de la bêtise. Le troisième aspect, vous avez épousé la cause du Congo. Je pensais, ou je céderais peut-être à la tentation de croire que c'est par altruisme, mais le militant des droits de l'homme
qui a appris à se tenir assez loin des pensées du FN, est en difficulté aujourd'hui. Et je suis obligé de vous dire que si vous épousez honnêtement notre cause, la cause de l'Afrique, n'oubliez pas que c'est dans votre intérêt aussi. Parce que si vous avez aujourd'hui une immigration ou un flux migratoire sans précédent qui est en train de menacer la stabilité de l'Europe, disons-le honnêtement, l'Europe est menacée par un flux migratoire qui risque de déstabiliser totalement cette belle construction. Et si vous le faites honnêtement, comme vous avez promis, la mort dans l'âme peut-être, nous allons adhérer à la démarche qui est la vôtre, parce que c'est la seule qui est raisonnable aujourd'hui. Si vous avez l'Érythrée, qui est l'Érythrée, la Somalie, en partie le Sud-Soudan, qui fournissent le flux migratoire en provenance de l'Afrique, à côté de l'Irak, la Syrie, mais vous avez un grand bassin, le bassin du Congo, qui demain risque de devenir l'enfer de l'Afrique. Parce que les gens qui arrivent ici en provenance de ce bassin, qui ne supportent plus les injustices, s'il y a un effondrement politique dans cette zone de plusieurs centaines de millions d'habitants, vous aurez ici un enfer. Parce que les gens traversent le Sahara à pied pour arriver ici. Donc je vous interpelle sur ce point. Et un dernier point, j'ai fait mes études en Europe, je suis reparti en Afrique, j'ai travaillé pendant 7 ans, c'était invivable. Je suis parti à la fin de 1997 à cause de la guerre. Je suis arrivé ici, comme l'a dit un compatriote ici, j'ai dû faire la plonge, j'ai dû vivre de petits expédients. Mais j'ai un doctorat dans la poche. Demain, vous aurez des enfants soldats qui vont arriver ici, qui ne vont pas s'embarrasser. Tenez-vous bien. Ils ne vont pas s'embarrasser. Ils vont vous mener la guerre ici. J'en ai fini. Vous savez, la réflexion qui m'a amené à intervenir dans le Congo, et je vous l'ai exposé tout à l'heure, mais moi aussi j'ai fait des études à l'université avec des copains, des amis africains, qui me racontaient l'état de leur pays d'origine et la manière dont étaient gérées les affaires publiques avec la complicité des gouvernements de l'Europe, en l'occurrence du gouvernement français. Donc ça fait longtemps que je me suis que j'ai nourri cette réflexion et que pour la première fois, mon parti politique l'a défendu en 2002. Alors évidemment, ça n'était pas entendu. Et même mieux que ça, puisque j'avais organisé un voyage dont d'ailleurs Parfait Kolela était à l'origine, pour tout vous dire, nous avions organisé la visite de Jean-Marie Le Pen à Johannesburg pour rencontrer Nelson Mandela. La vérité, c'est celle-là. Et au dernier moment, c'est Chirac qui a fait capoter l'affaire. Les billets d'avion étaient pris, c'était pendant la présidentielle de 2002, et même Jean-Marie Le Pen avait acheté une colombe en cristal qui devait remettre à Nelson Mandela. Pour vous dire si on était allé loin dans les négociations, je me suis déplacé là-bas, j'ai rencontré l'entourage de l'ANC à l'époque, et on avait discuté d'homme à homme sur le devenir de l'Afrique et la défense de notre vision. Depuis, ça n'a jamais cessé. Mais comme les médias sont un véritable rouleau compresseur et nos adversaires politiques avec, c'est pas facile de se faire entendre. Et là, il s'est trouvé une conjonction de facteurs qui fait que, aujourd'hui, on a un gouvernement français faible, un président faible, une Europe, aujourd'hui, vous l'avez dit, qui subit les assauts d'une immigration totalement incontrôlée. Et c'était bien, je pense, à ce moment-là, que ce discours a porté. Mais il a toujours été porté, toujours. Mais il est entendu aujourd'hui, et moi je suis ravi que ce soit entendu de cette manière-là. Et quand vous dites j'ai un profond désarroi personnel parce que j'ai toujours eu l'image diabolisée du Front National, moi je comprends votre désarroi, mais le désarroi, il devrait surtout être celui de constater ce qu'ont fait ces gouvernements avec ces dictateurs africains.
C'est ça le désarroi. Moi, quand je vois ce que l'on appelle la France-Afrique, j'en suis désolé pour mon pays. J'étais avocat dans l'affaire, il n'y a pas très longtemps, souvenez-vous, de, comment s'appelle l'avocat, Bourgi, le porteur de valise du RPR. Bon. Il avait attaqué Jean-Marie Le Pen en disant que Bongo lui avait donné de l'argent. Évidemment, sans preuve, on l'a attaqué en justice. J'étais l'avocat. Bourgi est venu à la barre, mais a expliqué des choses absolument extravagantes. Comment il prenait les sacs de sport de billets, qu'il les mettait sur le bureau de Chirac, comment Villepin et Chirac comptaient les billets, et cela plusieurs fois par an. Et il a même expliqué, il y a des journaux qui peuvent en témoigner, c'est pas du flanc à la barre, hein. Le Monde, le journal du dimanche, il avait expliqué tout ça. Villepin avait dit, c'est scandaleux, je dépose plainte en diffamation. Jamais. Jamais. Le seul qui a porté plainte, c'est Le Pen, et on a gagné le procès. Donc pour vous dire que moi j'ai une conscience de toute cette affaire depuis très longtemps, mais je veux que ça s'arrête, et je milite au sein de mon parti pour qu'on arrête ça. Parce que ça produit quoi? La guerre, la misère, et chez nous la même chose, où ça finira par produire la même chose. La vérité c'est ça. Et on n'est pas en train de parler des méfaits de la colonisation ou de la décolonisation. Mais moi je constate, et je crois que c'est un de nos interlocuteurs qui l'a dit, que depuis la décolonisation, eh bien, il faut reconnaître que s'est mis en place un système mafieux. Ça ne s'appelle pas autrement. Entre l'Occident et entre l'Afrique. Et qu'au milieu de tout ça, il faut constater que les Africains, la population, n'a pas bénéficié des richesses qui auraient pu être les siens. Et j'ai cité tout à l'heure, je crois que l'argent qui a été distribué dans la politique au développement depuis 50 ans en Afrique, c'est 2000 milliards de dollars. C'est quand même pas rien. Ça a été des centaines de milliers de morts. Ça a été, je ne sais pas, 60 coups d'État sur le continent africain. Qu'on ne me fasse pas croire que ce soit juste sur ce continent que ça arrive et qu'il n'y ait pas de responsabilité. Eh bien voilà, je pense que moi, à partir de ce moment-là, il faut discuter de continent à continent, de peuple à peuple, et de mettre des gens qui se respectent à la tête des États. C'est en tout cas, moi, je me bats pour ça et j'y crois. C'est pour ça que je suis aujourd'hui avec vous et que je défends ça. C'est à vous. Merci. Je lâche, là, c'est bon, on m'entend? Oui. Merci, monsieur le député, de nous ouvrir cette enceinte, car jamais on ne parle du Congo-Brazzaville. Jamais. On parle du Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Kinshasa, Congo-Kinshasa. Mais Brazzaville n'existe pas. Sur Brazzaville, c'est la nuit et le silence. Je vais faire rapidement. Moi, je suis le fils d'un administrateur des colonies, comme on disait, et j'ai grandi au bord du Congo et du bassin du Congo. Je n'ai jamais travaillé avec l'Afrique, mon métier est ailleurs. Je suis marié, j'ai 4 enfants, j'ai 9 petits-enfants, mais je suis un enfant de l'Église catholique et je suis venu souvent en pèlerinage, prier sur les lieux de mon enfance, comme souvent on remonte aux sources de son enfance. Et j'ai trouvé beaucoup de joie, de réconfort dans cette prière de cette Afrique, de cette Église qui est en Afrique, l'Église catholique, qui est mon Église, en différents lieux, en Afrique centrale, et ça a été pour moi quelque chose qui m'a donné beaucoup de force et beaucoup de joie dans la prière. Je fais rapide. Au cours de mes prières, j'ai rencontré un homme extraordinaire qui est devenu mon père spirituel et que j'ai été amené à aider pendant 5 ans. C'est Monseigneur Ernest Combeau. Je crois que beaucoup ici connaissent Monseigneur Ernest Combeau, qui fut président de la Conférence nationale en 1991. Ernest Combeau, qui était évêque de Wando, président pendant très longtemps de la Conférence épiscopale du Congo, est mort il y a exactement 7 ans
au moment où j'entrais, quelques minutes avant que je n'entre dans sa chambre, à l'hôpital du Val-de-Grâce, et où je l'ai accompagné pendant 5 ans, non pas à l'hôpital du Val-de-Grâce, mais les 5 dernières années de sa vie. J'étais un de ses très proches serviteurs avec 2 de ses nièces. Et j'ai beaucoup parlé avec Ernest Combeau, qui était mon père spirituel, mon confesseur, et puis qui avait à peu près mon âge, de ma génération, 10 ans de plus, disons, mais on a connu les mêmes périodes de l'Afrique. Hein. Et Ernest Combeau, il faut le savoir, et je vais être assez rapide parce que l'histoire serait beaucoup trop longue. Pourquoi lui avait-on confié la présidence de la conférence nationale en 1991? C'est lui qui avait été chargé d'organiser les institutions qui devaient permettre l'alternance qu'on a connue. Et la force d'Ernest Combeau, il faut bien le dire, c'est pas d'avoir organisé les élections suivantes, qui ont été ce qu'elles ont été, mais c'est d'avoir mis hors jeu Sassou Nguesso du jeu politique. Sassou Nguesso, Combeau l'a mis en dehors du jeu politique. Pourquoi est-ce que Ernest Combeau a pu mettre Sassou Nguesso en dehors du jeu politique? Je dirais pour 3 raisons. La première, c'est qu'il y avait un consensus du peuple sur cette personnalité charismatique. Ernest Combeau était jésuite et il était devenu évêque consacré par Jean-Paul II. Il avait été consacré par Jean-Paul II à la demande d'un évêque très important qui a été l'évêque de Pointe-Noire, qui est mort en 93, Monseigneur Firmin Singa, que beaucoup doivent connaître ici, qui est mort de façon bien triste à Pointe-Noire, empoisonné. Ernest Combeau, Firmin Singa avait bien connu le pape Jean-Paul II du temps du communisme, lorsque Jean-Paul II était archevêque de Cracovie. Et c'est comme ça que Firmin Singa a dit « Moi, je suis trop vieux, je suis pas assez un intellectuel », et c'est comme ça qu'il avait désigné Combeau auprès de Jean-Paul II pour que Combeau prenne la responsabilité de la conférence nationale. Et donc, Ernest Combeau avait eu le soutien du peuple, un consensus, mais un consensus qui était porté, je dirais, à l'époque, par l'autorité de Jean-Paul II, porté par l'épiscopat congolais. Et Jean-Paul II, fallait pas discuter. Donc Combeau avait été nommé là. En 1991, donc Combeau est porté par le peuple congolais, consensus, et notamment l'épiscopat congolais. Combeau est porté par le pape. Pourquoi est-ce que le pape veut mettre fin? Pourquoi veut-on mettre fin au règne de Sassou Nguesso? Pour une raison simple et très connue au Congo, même si les gens ne l'osent pas se le dire, c'est que Sassou Nguesso avait enterré vivant, vous m'entendez bien, vivant, Monseigneur, le cardinal Émile Biayenda, le 22 mars, je crois, 1977. Il s'agit non pas d'un crime politique, comme l'a été le crime d'ailleurs de Marianne Gouabi et de Massamba Deba. Ça, c'est un crime atroce, bien sûr, comme tous les crimes, mais c'est un crime politique. Parce que les militaires congolais s'emparent de Marianne Gouabi, s'emparent de Massamba Deba, bref, on blesse gravement Marianne Gouabi, c'est sa garde cubaine qui va l'achever. Là, c'est un crime, je dirais, c'est un crime politique, j'allais dire triste et banal. Non, le crime, l'enterrement vivant de Biayenda, c'est un crime rituel. C'est-à-dire qu'il s'agit, pour Sassou Nguesso, de prendre la place du pouvoir, du bien, de la lumière, de ces hommes qui cherchaient à s'entendre. Et voilà les raisons qui font que Jean-Paul II, en 90, après la chute du mur de Berlin, veut mettre fin au régime de Sassou Nguesso. Et puis il y a un deuxième élément qui fait que Ernest Combeau, a un certain pouvoir pour assurer cette mission de chasser Sassou Nguesso, car ça n'est pas facile de chasser Sassou Nguesso. Et chacun en convient aujourd'hui. Vous voyez bien qu'il est inamovible et que rien n'a changé au Congo-Brazzaville depuis 1991. Eh bien, simplement,
Parce que, souvenez-vous, en 1989, il y a la bombe du DC-10 du TA qui explose au-dessus du désert du Ténéré. Or, François Mitterrand, on l'aime ou on l'aime pas, c'est pas le sujet. Mais François Mitterrand est un fin connaisseur de l'Afrique. Il a été ministre des colonies en 1956. C'est lui-même qui a signé le diplôme en 1956, qui a signé le diplôme de mon père, de brevet de l'école coloniale. Bon. Mitterrand connaît très très bien l'Afrique. Mitterrand connaît Sassou Nguesso et sait qu'on ne peut pas mettre une bombe à l'aéroport de Maya Maya sans que Sassou Nguesso soit informé. Donc, comment est-ce que mon très cher père Ernest Combo peut mettre fin au règne de Sassou Nguesso? Il est porté par un peuple, il est porté par le pape et par l'autorité pontificale, par Jean-Paul II lui-même, et il est soutenu par la France au travers de Mitterrand. Voilà. Eh bien, je vous dis qu'au Congo, on est loin du compte, au Congo, on est loin du compte, et que Sassou n'est pas parti. Alors, moi, je vais être très pragmatique avec vous, si vous permettez. Je vais vous suggérer une idée qu'il faut faire rebondir au Congo-Brazzaville. Car voyez-vous, le cardinal Émile Biayenda, enterré vivant, est un martyr pour la foi. Pourquoi? Parce qu'il avait été nommé par Jean-Paul VI et il avait réussi à faire en sorte que Mariane Ngouabi et Massamba Deba s'entendent. Et il y avait eu un projet d'une nouvelle constitution. Et ça, vous en aurez la preuve simplement en voyant quand Mariane Ngouabi reconnaît l'État du Vatican. À l'époque, la République populaire du Congo, aucun État communiste ne reconnaît l'État du Vatican, la République populaire du Congo reconnaît l'État du Vatican le 1er janvier 1977. 3 mois après, Mariane Ngouabi, Massamba Deba sont assassinés, Émile Biayenda est enterré vivant. Voilà votre histoire. Donc, ce que je déplore aujourd'hui, c'est que Rome, Ernest Combo n'avait qu'une peur, c'est que Sassou Nguesso réussisse à rencontrer le pape. Et du vivant d'Ernest Combo, jamais Sassou Nguesso n'a pu rencontrer le pape. Jean-Paul II est venu à Brazzaville en 1980 et c'est tout. Et il est venu quasiment béatifier Monseigneur Émile Biayenda. Et depuis, on ne parle plus de Monseigneur du cardinal Émile Biayenda. Même à Rome, c'est interdit. Or, il est avéré que dans le droit canon, un martyr de la foi, et il s'agit bien d'une lutte contre le communisme qu'avait mené le cardinal Émile Biayenda, qui avait été nommé par Paul VI, premier cardinal d'Afrique centrale, plus jeune et premier cardinal d'Afrique centrale, pour mener une lutte contre le communisme à la demande de tous les pays occidentaux. Donc on envoie Émile Biayenda au casse-pipe contre les communistes. Il réussit ce tour de force, puisqu'en 1977, 13 ans avant la chute du mur de Berlin, Mariane Ngouabi et Massamba Deba s'entendent pour signer une constitution secrète et essayer de sortir le pays du communisme. Ce saint martyr est ignoré même de Rome. Et ça me met en colère en tant qu'enfant de l'Église catholique. En colère. Donc ça, j'entends le dire dans cette enceinte. Alors je vais vous donner une suggestion très pratique, mes très chers frères et sœurs du Congo en Christ. Je vais vous donner un conseil très pratique. Il faut qu'en ce moment, à Brazzaville, résonne un seul mot dans la prière. Car aujourd'hui, une manifestation contre Sassou Nguesso, ça se termine comme ça, éventré, les tripes à l'air, comme ces photos terribles que vous montrez. On ne peut pas se battre contre Sassou Nguesso. C'est des milliers de morts. Par contre, je vous donne une idée, et j'entends, monsieur le député, que vous m'écoutiez, et je vous remercie encore une fois, et sachez que j'ai beaucoup d'amis congolais à Brazzaville qui savent que je suis ici aujourd'hui, notamment Maître Massingo Djassé, responsable d'une petite radio qui émet péniblement avec son petit émetteur, qui m'a demandé de faire un papier, tout a été bousillé, on lui a même tué ses 15 lapins, aujourd'hui il se cache dans Brazzaville, parce que simplement, oui, 15 lapins, c'est triste parce que ces 15 lapins,
C'est ce qui permet de manger, parce qu'on ne fait qu'un repas au Congo-Brazzaville. Donc 15 lapins tués, c'est pas drôle, c'est tragique, parce que ça symbolise quelque chose de très grave. Aujourd'hui, Maître Massingo Djassé se cache dans Brazzaville. Il m'appelle, il est traqué, on lui a tout cassé. Ça, c'est aujourd'hui, je suis là aussi pour lui. Donc je dis, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai lu un papier sur Radio Forum, sa petite radio. C'est ce qui a déclenché l'ire de Sassou Nguesso. Et dans ce papier, je disais, je suppliais, je racontais cette histoire, et je suppliais les Congolais de ne pas aller contre Sassou Nguesso, même les mains en l'air. Le référendum, il ne faut pas en parler, c'est un non-événement. Donc en parler ici dans cette assemblée, c'est lui donner de l'importance. Et c'est ce qu'attend Sassou. Donc il ne faut surtout pas en parler. Mais ce qu'il faudrait faire, et je vous en supplie, ceux qui ont un peu de pouvoir, un peu d'écoute des médias, il faut lancer un seul cri à Brazzaville. Cardinal Émile Biayenda, Santo Subito. Cardinal Émile Biayenda, Santo Subito. Cardinal Émile Biayenda, Santo Subito. Et là, je vous garantis que le peuple se lèvera, qu'ils auront, une lumière se lèvera sur Brazzaville, que des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens dans cette prière. Et là, Sassou ne pourra pas tirer. Et là, Sassou ne pourra pas tirer. Et il faut le faire vite. Voilà le message que je voulais passer ici. Merci. Excusez-moi, juste parce qu'il doit partir, on donne la parole à M. Schaffhauser, qui est aussi député européen. Merci Louis. Je vous ai écouté avec beaucoup d'amitié, surtout en ce qui concerne également la dimension chrétienne. Moi-même, j'étais un ami de Jean-Paul II. Je suis assez dubitatif. Je suis content d'abord que vous montriez la manière dont est enraciné Sassou Nguesso. Et la manière dont il tient. Vous savez, cette expression, c'est un salaud, mais c'est notre salaud, quoi. Et face à ça, ma réflexion est la suivante. Comment, d'abord, trouver un mot d'ordre? Vous en proposez un, il faut réfléchir, si c'est le bon, si c'est le mauvais, enfin. Mais je pense qu'il est bien parce qu'il réfère, ça peut être un mot d'ordre. Deuxièmement, comment organiser la transition et une sorte de plateforme, et quitte à le faire à l'étranger. Troisièmement, et moi je suis prêt au niveau de l'Église, au niveau d'un certain nombre de relais que je peux avoir. Je me suis occupé un peu, pendant une vingtaine d'années, un peu de l'Afrique française, des centres d'intérêt, en RDC, au Cameroun, au Togo. Bon, et je suis prêt à m'impliquer dans ce processus avec Louis. Mais la première chose, la base, c'est effectivement d'avoir une plateforme alternative. Car le pire, c'est le vide. Le pire, c'est le vide, c'est le chaos, c'est la guerre. Monsieur... Et ça tue encore beaucoup plus que même un dictateur. Je vous entends, monsieur. Je vous entends. Et je suis content de parler avec un député chrétien. Et j'en termine rapidement. Émile Biayenda a été tué, m'a mené un combat contre le communiste. Il est mort en 1977 dans un combat contre le communisme. C'est un martyr de la foi. Tout le monde le sait au Vatican. Le père Popielusco, qui est aussi un martyr de la foi, et lui déjà, béatifié. Alors, existe-t-il un apartheid au paradis? Ouais. C'est la question que je pose. Juste encore une chose, épiphénomène, mais il faut quand même y réfléchir. Le rôle, y compris dans les financements occultes dont on cite, le rôle très important, je tiens à le dire, parce que c'est quand même quelque chose pour un chrétien. D'habitude, on m'entend jamais parler de ça, parce que je suis toujours très prudent, mais le rôle très important en Afrique de la franc-maçonnerie, particulièrement dans les réseaux occultes financiers, y compris chez nous. Et l'argent transite par ce milieu, en France, totalement. Voilà. Merci beaucoup. C'est l'honorable Robert Poitiers-Pangou, un de ceux qui, dans ce pays, en 1991, très jeune que j'étais encore à l'époque, ont œuvré
pour ramener la démocratie dans ce pays, démocratie qui avait pris fin en 1963. Aujourd'hui, c'est bien, moi je suis très heureux, j'ai sacrifié une journée de travail, je ne sais pas si je serai payé, mais j'ai sacrifié une journée de travail pour la survie du reste des massacres. Et si je suis venu aujourd'hui, c'est pour venir tout simplement dire ceci. Vous savez, il y a un peuple qui a souffert, c'est le peuple juif. Aujourd'hui, il y a un peuple qui souffre. Je ne dirais pas le peuple Congo, mais le peuple du Sud. Il souffre. Il est dans la misère la plus abominable. Je ne serais jamais venu ici en France, car en 83, quand je devais venir, j'avais refusé. En 83. Mais la force de cette guerre m'a contraint de quitter toute ma vie, d'abandonner toute ma vie, pour venir faire ce que je fais aujourd'hui en France. Le peuple juif, disais-je, quand il a constaté toute la misère qu'il a vécue, a décidé d'un sursaut national, à s'abriter, à se protéger. S'abriter, se protéger. Et c'est l'État d'Israël qui est né en 1948. On ne voit plus, après plusieurs tentatives qui se sont passées dans ce pays, des gouvernements d'union nationale qui ont existé depuis 1959. Le gouvernement d'union nationale, c'est depuis 1959. On ne voit plus à quoi ça sert aujourd'hui. Ce qui sert aujourd'hui, c'est de créer un État dans lequel les sudistes vont s'abriter et vont se protéger, comme l'a fait le peuple juif. Aujourd'hui, la Yougoslavie n'existe plus, la Tchécoslovaquie n'existe plus, mais ces peuples dits des pays des Balkans, aujourd'hui on connaît la paix dans ce pays, en dehors de l'immigration qui aujourd'hui est en train de faire des ravages, peut-être, demain. Donc, il faut créer deux États. Deux États, dans l'un, nous avons préféré vivre le modèle suisse, où il y aura un pouvoir collégial, avec une présidence tournante, et un président qui ne sera là qu'à titre honorifique. M. Denis Sassou Nguesso, avec le peuple qui le défend, parce qu'il faut le savoir, il défend un peuple. Et il y a aussi un peuple qui l'aime et qui se reconnaît derrière lui. Parce que s'il n'y avait pas un peuple qui se reconnaissait derrière lui, Sassou aurait été tué, comme ils avaient tué Marien Ngouabi. Marien Ngouabi s'est retrouvé seul. C'est l'ami à Monseigneur Nkombo, qui était mon président pendant la transition. Marien Ngouabi, comme a voulu restituer ce pouvoir à Massamba Deba, eh bien, tous ceux du Nord, qui étaient les siens, ont dit on ne t'autorise pas, et il a été sacrifié. Et donc, si Sassou Nguesso n'avait pas des gens derrière lui, on l'aurait sacrifié aujourd'hui. Mais il a tout un pan qui est derrière lui et qui le soutient. Et c'est pour cela que le peuple du Sud, pour ceux qui ont vu les images du 20 octobre dernier, on ne peut plus s'imaginer qu'on puisse continuer à être sous la protection de M. Denis Sassou Nguesso. C'est impossible. C'est inacceptable. On ne peut plus passer même une minute. Parce qu'au moment où nous parlons, M. Denis Sassou Nguesso peut faire dans le Sud tout ce que bon lui semble. Les images le témoignent. Donc, nous allons créer deux États. Acceptez-le. C'est à la France qu'on demande de l'accepter, de nous accompagner dans cette démarche, si on veut régler le problème de Denis Sassou Nguesso. Si la France veut régler le problème de Denis Sassou Nguesso, il faut que nous acceptions deux États. Et un État qui va servir de protection des peuples du Sud, parce que nous sommes sans protection aujourd'hui. Ça, n'attendez pas 2 minutes. Non, nous sommes sans protection aujourd'hui. Et on va recevoir Denis Sassou Nguesso demain ici. Quelle honte. Ça, c'est une honte. Et
La France que moi j'ai quand même étudiée, devant les Américains, la France ne vaut plus rien. Ça, je vous le dis. Je suis un politique, hein. Moi, je ne suis pas de la société civile, moi je parle politique. Ils ont leurs problèmes à eux, mais moi je parle politique. Il faut protéger le peuple. L'unité nationale, il ne faut plus en parler. Il faut laisser Sassou Nguesso là où il est, parce que mener la guerre à Denis Sassou Nguesso, il va nous exterminer. Sassou Nguesso est capable de nous exterminer. Donc il ne faut pas lui mener la guerre. Il faut lui laisser comme Omar el-Béchir, dans le nord. Au sud du Soudan, on dirait que oui, il y a des problèmes, mais non. Mais nous prenons les précautions. C'est pour ça qu'on parle du modèle suisse. Dans le modèle suisse, c'est tout le monde qui va s'y retrouver, tout le monde sera responsable de chez soi. Donc, mettez-vous maintenant que la France se mette en tête que le Congo va se diviser, pour que le peuple du Sud se protège comme le peuple juif. J'en termine par là. Oui, bonjour à tous. François Misser, BBC Afrique. On a parlé ici de quelque chose de grave, d'un risque de génocide. Il se trouve qu'un certain nombre d'éléments, d'organisations de la société civile en France, de journalistes et quelques rares politiques pensent que en 1994, il y a eu des secteurs de l'État français qui ont été des militaires, mais aussi des politiques, qui ont été impliqués dans une complicité de génocide au Rwanda. Alors, je voudrais savoir au Front National, si au Front National, qui aspire à devenir un parti de gouvernement, est-ce que ça fait partie, si vous voulez, de l'inventaire que vous allez faire, si vous voulez en faire un, de l'analyse. Vous n'avez pas mentionné, si vous voulez, dans le catalogue des erreurs ou des crimes passés, vous n'avez pas mentionné le cas rwandais. Alors je serais intéressé d'avoir, et peut-être les autres participants aussi, d'avoir votre vision à vous, Monsieur Alliot, là-dessus. Je crois qu'il y a eu une enquête dessus, hein, même si le procès n'a débouché sur rien, et que tout ce qui a été fait jusqu'à présent a pointé un certain nombre de responsabilités, mais effectivement, personne n'est capable de dire qui a été responsable de quoi, notamment au Rwanda, avec effectivement ce génocide-là. Je crois que la France a ratifié un certain nombre de traités de tribunaux internationaux. Et donc que si un certain nombre de responsables français sont engagés dans ces crimes-là, eh bien ils devront être jugés, comme les autres. Maintenant, moi je pense aussi que dans les abominations qui ont été commises dans les pays, dans cette partie du monde, il y a aussi, mais malheureusement ça a été le cas, j'allais dire, de faire un peu comme ils ont fait en Afrique du Sud, c'est-à-dire des mouvements, comment on appelle ça, la commission paix et réconciliation. Même si pour faire cela, il faut avoir, j'allais dire, une générosité sans limite et une absence de revanche. Voilà, c'est d'ailleurs admirable. Moi, je constate que même sur l'Afrique du Sud, ce qu'ils ont été capables de faire est assez extraordinaire de ce point de vue-là. Mais il n'en demeure pas moins que sur des crimes abominables, si des Français sont impliqués dedans, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas poursuivis et condamnés. Parce qu'après tout, les gouvernements français eux-mêmes n'hésitent pas à pourchasser un certain nombre de dictateurs et même à les traduire devant les cours de justice. Hein. Je pense à M. Gbagbo, par exemple. Sans que tous les droits de la défense soient réunis. Hein, du peu que je connais, en tout cas, de ses conditions de détention et de la manière dont il est défendu, de la manière dont sa famille aussi, en Côte d'Ivoire, a été persécutée et continue de l'être. Et je pense qu'on n'a pas de leçon à donner. Voilà, la vérité, c'est qu'on n'a pas de leçon à donner. Et que si, encore une fois, des responsables politiques français sont impliqués réellement, hein, par des décisions qu'ils ont eu à prendre dans ce genre de génocide, eh bien, ils devront être poursuivis.
Voilà. Je rappelle que moi je suis aussi un militant, j'en profite pour le dire, que l'on reconnaisse la responsabilité des gouvernements français dans le génocide des Harkis, c'est-à-dire de ces combattants qui portaient l'uniforme français, qui ont été abandonnés après l'indépendance algérienne, mis dans des camps, méprisés, et qui même encore aujourd'hui, leurs enfants sont méprisés et n'ont pas accès à un certain nombre de revendications et de droits au même titre que les autres. Voilà. Moi, je suis pour cela, parce que je pense que c'est très important pour l'avenir à la fois de la France et pour l'avenir du continent africain. Donc à votre question, je réponds oui, tout à fait. Je peux aussi répondre à votre question. Alors, moi, votre question me dérange, sincèrement. Elle me dérange pour une chose. Monsieur, ici, nous a bien dit que rares sont les fois, si ce n'est jamais, que dans cet hémicycle, on parle du Congo-Brazzaville. Le Rwanda, on en a parlé, on en a débattu pendant des années et des années. Aujourd'hui, vous faites le jeu, et c'est pour cela que je vous ai interpellé dans le couloir, Monsieur Misser, vous faites le jeu de ce qu'on appelle un troll sur Internet, sur les forums. On parle du Congo, vous déplacez le débat pour parler du Rwanda. Qu'est-ce que le peuple congolais a de moins qu'un Rwandais ou pas? Donc vous attendez, il y a un seuil de nombre de morts pour pouvoir en parler sérieusement? Pour nous, un mort est un mort de trop. On a vu le cas, et ce n'est pas par manque de respect au peuple rwandais. Nous sommes très solidaires de tous ceux qui tombent. Mais on a vu le cas à Paris, lorsqu'il y a eu les assassinats de Charlie Hebdo. Il y avait quoi? Il n'y avait que des Français? Il n'y avait que des Européens? Il y avait tout le monde, chers amis. Donc maintenant, aujourd'hui, qu'on nous dise clairement, si Charlie Hebdo a réussi à faire cette mobilisation pour 5 morts, nous qui en sommes à 40, quel est le seuil pour qu'on parle sérieusement du Congo sans pour autant nous déplacer le débat vers d'autres pays? Sincèrement, je vous le dis aujourd'hui, le Rwanda, on s'en fout. Sincèrement. Moi, ce qui m'importe, c'est les morts qu'il y a en ce moment au pays. Au Rwanda, c'est là, même si le monsieur qui est là-bas, on peut le dire, est un dictateur, mais il a quand même réussi, et ils ont réussi avec ce peuple, avec ce procédé de procès traditionnel, à installer un semblant de paix. Ce n'est pas le cas du Congo. Nous avons encore des amis qui sont en prison aujourd'hui. Vous voyez les images avec le dos de la personne avec des ampoules dans le dos? Eh bien, ce sont des actes de torture. On allonge la personne, on brûle un sachet au-dessus de son dos. Et les gouttes font ces dégâts-là. Juste parce que cette personne, croyant son pays en démocratie, a osé dire non. Donc, arrêtons. Si vous voulez nous poser des questions, BBC Afrique, moi je suis flatté que vous soyez là. Mais posez-nous des questions sur le Congo, s'il vous plaît. Pas sur le Rwanda. Merci. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Je voudrais profiter de cette occasion. On se trouve au Parlement européen. C'est la première fois qu'on voit et qu'on entende les souffrances d'un peuple dans ce Parlement ici. Ma voix tremble, vous allez m'excuser parce que je n'ai pas l'habitude de parler dans ces hémicycles comme ça. Je voudrais d'abord rappeler trois points. De quoi parle-t-on? De qui parlons? De quel peuple on parle? On parle des Bena-Congo. Les Bena-Congo, c'est les originaires de l'ancien royaume du Congo. On parle d'eux, ici. C'est une identité, c'est un royaume. Ce peuple a une langue qu'on appelle le Kikongo. Ce peuple a
avait un pays, un royaume qu'on appelle le royaume Congo. Et l'histoire du royaume Congo, tout le monde le sait ici. Beaucoup de personnes le savent. Deuxième chose, je voudrais pointer le sujet sur le fait qu'aujourd'hui, on a divisé deux peuples. On a divisé des peuples. On a divisé des races. On a divisé ici des gens qui étaient dans le royaume. Et aujourd'hui, on a tracé des frontières qui n'ont aucun sens. Qu'est-ce qu'on assiste? Les événements qu'on voit ici, Sassou Nguesso au pouvoir, c'est pas un Bénin Congo, c'est pas un Congo. S'il était congolais, Sassou Nguesso, il allait avoir pitié de ce peuple-là qu'il est en train de massacrer. C'était un Mboshi. Donc pour lui, les dégâts qu'il est en train de causer là, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Qu'est-ce que nous souhaitons, nous, la masse civile, aujourd'hui? Il y a deux choses que nous demandons à la France. C'est un, protéger le jeune homme Congo, donc créer un État indépendant du Sud qui va protéger le peuple congolais du Sud. Parce qu'aujourd'hui, il se fait massacrer par les nordistes. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir honte. Et deuxième chose, c'est, on a parlé tous ici là du génocide. Et bien effectivement, il y aura un, si on laisse Sassou Nguesso dans cet élan-là, il va y avoir un deuxième. Il y en avait eu un en 97. Il va y avoir un deuxième, si on laisse Sassou Nguesso dans cet état-là. Tout à l'heure, mon frère a relevé un point sur la spiritualité. Effectivement, nous prions que Sassou Nguesso aille dans la paix. Mais à un moment donné, ces prières-là ont été entendues. Effectivement, on ne peut pas combattre Sassou Nguesso avec les armes. On ne peut pas. Parce que c'est un dictateur, c'est un sanguinaire, il n'a pas de pitié. Il aime la guerre. On a rappelé qu'il aime bien le bruit des balles. Nous, on veut se protéger. On veut se protéger. On a peur. Moi, ça fait, depuis que je suis né, j'ai vu ce monsieur-là au pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui. On veut se protéger. L'honorable Poitiers Pongou a rappelé tout à l'heure, il faut créer l'État du Sud Congo. Il faut le créer. Il faut le créer. Impérativement, il faut le créer. Et nous, Bundudia Congo, on le dit, il faut le créer. Parce que les Congolais ont une spiritualité également. Il faut le rappeler. Nous, on pratique le Bukongo. Il faut le dire. On veut protéger notre langue, on veut protéger notre peuple, on veut protéger notre spiritualité. Congolais, Kikongo, Bukongo. Voilà, j'en ai fini. Oui, s'il vous plaît. Alors, simplement pour répondre aux deux questions qui sont Oui, excusez-moi. Oui. Je voulais faire une petite communication. Monsieur Alliot, je vous félicite d'avoir organisé cette réunion. Vous avez eu l'occasion de réunir ici à Bruxelles, au siège de l'Union européenne, quelques médias, et c'est quelque chose d'extrêmement remarquable, car, si vous voulez, depuis que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, en partie pour les raisons que Hervé Zebrowski vient de signaler, il y a eu une chape de plomb médiatique sur ce pays depuis 1977. Et dernièrement, nous avons eu en 2012, le 4 mars 2012, il y a eu en plein centre-ville, à côté de son quartier de Mpila, de sa résidence,
car Sassou Nguesso, c'est un dictateur, mais avant tout, c'est un homme qui a toujours eu peur. Sassou Nguesso n'est pas un homme courageux. Et s'il tue, c'est pour se protéger. Et donc, ce jour-là, vous avez eu les armes qu'il stockait à côté de sa résidence personnelle qui ont explosé le même jour. Il y a eu, on a dit officiellement 300 morts, mais il y en a eu peut-être 3000. Mais, monsieur le député, pouvez-vous me citer une chaîne de télévision française, une chaîne de radio française, une chaîne de radio américaine, une chaîne de radio européenne qui ait fait le déplacement de Brazzaville? C'est le bout du monde, Brazzaville? C'est sur la planète Mars? Il n'y a jamais eu personne. Vous avez eu le DC-10 du TA qui a explosé. Est-ce qu'il y a eu une équipe de journalistes qui soit partie là-bas investiguer, rechercher, communiquer, interviewer? Rien. Et ça, monsieur le député, ça fait maintenant, depuis 1977, qu'il y a cette omerta. Alors, quand le cardinal Biayenda est mort, assassiné, normalement, le pouvoir devait revenir, avant qu'il ne soit assassiné, c'était un coup d'État. Et le pouvoir devait revenir immédiatement à Sassou Nguesso. Et il y a eu une période de 2 ans, le pouvoir a été, disons, remis, délégué au président Joachim Yombi, un couillou comme le président qui avait été assassiné. Mais il y a eu des relais énormes politiques. Et là, ici, les gens ont accusé la France, mais il n'y a pas que la France. Vous avez la France et vous avez l'Italie. Vous avez la compagnie Eni, maintenant, qui a des intérêts qui dépassent ceux de Total. Et vous avez la compagnie, et vous avez maintenant l'Italie, qui a des intérêts, mais qui dépassent de beaucoup ceux de la France. Et vous êtes ici à Bruxelles, mais la commissaire européenne aux affaires étrangères, c'est Madame Federica Mogherini, qui était l'ancienne ministre des Affaires étrangères de M. Matteo Renzi. M. Matteo Renzi, un jeune Premier ministre brillant, qui se dit préoccupé par la corruption, et il entreprend de prendre des mesures contre la corruption en Italie et peut-être même dans d'autres pays d'Europe, mais quand il fait son premier voyage officiel en dehors de l'Italie, mais où va-t-il? Il va à Brazzaville. Mais quand vous voyez des photos de M. Matteo Renzi à côté de Sassou Nguesso, mais on se demande, c'est très facile de savoir qui est le maître. C'est très facile de savoir qui est le maître. Et donc vous avez aujourd'hui une conspiration. Nous sommes à Bruxelles, vous avez M. Charles Michel, qui est le Premier ministre, jeune Premier ministre socialiste. Il est le fils de M. Louis Michel. Mais M. Louis Michel, ça a été le plus grand supporter, le plus grand lobbyiste de M. Denis Sassou Nguesso. Quand il y a eu un sommet Afrique ici, il y a 1 an ou 2, il y a 2 ans, à Bruxelles, mais qui était assis à côté de Mme Angela Merkel, qui est la patronne de l'Europe? M. Denis Sassou Nguesso. Et on trouve ça normal que le pire dictateur d'Afrique soit à côté de celle qui représente la force, la puissance de l'Europe? C'est scandaleux. Et qui l'a mise à côté? Qui a mis M. Sassou Nguesso à côté de Mme Merkel? Donc aujourd'hui, le problème n'est pas français. Le problème n'est pas seulement de Total. Il y a des intérêts, et ça n'est pas seulement ceux de Total. Et je ne suis pas payé par Total pour venir défendre leur position. Et donc vous avez aujourd'hui la famille de M. Sassou Nguesso au travers de différentes structures. Ça ne suffit pas de prendre l'argent du pétrole. Aujourd'hui, ils en sont à posséder les champs de pétrole. C'est-à-dire que vous avez des lois en Europe qui interdisent ce genre de promiscuité, ce genre de complaisance. C'est criminel. Eh bien maintenant, vous avez des sociétés qui appartiennent notoirement à la famille de Sassou Nguesso et qui sont propriétaires des champs pétroliers. Les opérateurs sont Total ou sont Eni. Eni sont noyés jusqu'au cou dans ce genre de malversation. Et qui dit? Qui fait quoi? Personne.
Vous avez une société qui est apparue tout d'un coup. Sassou a promulgué un nouveau code pétrolier. Et ce nouveau code pétrolier dit que vous avez des représentants des nationaux qui doivent avoir des participations. Et donc, par exemple, maintenant, vous avez une société qui s'appelle Continent avec un K. Cette société est représentée par M. Yahya Moussa. M. Yahya Moussa a été le représentant du FMI à Brazzaville, donc de 2005 à 2009, jusqu'à ce que le Congo-Brazzaville atteigne le point d'achèvement. Et les contribuables français et européens ont fait cadeau au total à M. Sassou Nguesso, principalement de la France, 5 milliards de dollars. La France a offert 2,7 milliards d'euros sans aucune contrepartie démocratique. Et pire encore, l'argent de ces contribuables a servi à pouvoir signer des marchés à crédit avec les Chinois. Les Chinois attendaient que Sassou Nguesso soit désendetté pour lui faire des lignes de crédit. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui construit à Brazzaville, ça a été fait à crédit. Sassou et sa famille ont volé tout le cash. Et tout le monde, il y a des gens qui sont au courant. Mais qui est au courant? Ce sont les dirigeants de l'Europe, les dirigeants de certains pays européens, les dirigeants de la France, bien entendu. Et c'est un scandale monumental. Donc, vous avez réuni, monsieur le député, cette réunion pour jeter un petit faisceau de lumière sur le Congo. Alors, s'il vous plaît, monsieur le député, continuez. Parce que le Congo, ce n'est pas une réunion de 2 heures ou de 3 heures qui sera nécessaire. C'est des jours entiers, parce que la liste des crimes, elle est longue. Et pour terminer, monsieur le député, j'avertis la police française le 31 août 1989 au matin qui se préparait un attentat contre les intérêts français et que cet attentat partait de la présidence et partait de son directeur de la police présidentielle. Je n'ai pas été entendu, j'ai été reçu d'une manière très dubitative. 19 jours plus tard, vous avez eu l'attentat du DC-10 du TA. On doit rendre la salle. C'est bon? Non, c'est bon, on peut discuter. Écoutez, merci d'avoir participé à cette conférence et j'espère qu'on renouvellera la chose peut-être à Strasbourg ou à nouveau à Bruxelles avec d'autres invités et sur d'autres sujets. Voilà. Merci à vous.